Et nous allons donc poursuivre avec le docteur Jean-Marc Benkemoun, pédopsychiatre. Merci de vous installer, s'il vous plaît. On est un petit peu en retard sur nos horaires. Ça serait bien que vous preniez place. Donc nous allons poursuivre avec vous, docteur Benkemoun. Je disais pédopsychiatre, mais vous avez bien d'autres fonctions que vous allez nous présenter dans quelques instants. Et de manière très pédagogique, très concrète, le docteur Benkemoun va nous présenter un petit peu sa méthode de travail, j'imagine. En tout cas, comment écouter et recueillir la parole d'un enfant victime. Alors auparavant, on a entendu un ex-enfant victime. J'aimerais avoir votre réaction sur les témoignages d'Arnaud Gallet, que vous connaissez certes, mais bon, vous avez assisté à son témoignage. J'aimerais avoir votre réaction en tant que professionnel. Ma réaction sur la façon dont il a été entendu et pris en charge quand il était jeune. Oui, puis de la manière dont il s'est exprimé aussi, comme il a témoigné. Il a été pris en charge et entendu comme pratiquement 98% des enfants maltraités en France. Parce qu'en France, je pense que on ne protège pas les enfants. On a une façon de faire qui fait qu'on ne protège pas les enfants. Et je pense que c'est ce qui lui est arrivé, comme la majorité des enfants maltraités, parce qu'on va prendre ça au sens large, qu'on peut rencontrer à un moment ou à un autre, y compris quand ils sont adultes. Moi, ce qui m'étonne toujours, mais Arnaud, il connaît mon discours, c'est qu'en France, on est attendu 2023 pour savoir les conséquences de la maltraitance sur les enfants à l'âge adulte, alors que c'est connu depuis les années 1950. Ça veut donc dire qu'effectivement, on a une culture peut-être. On ferme les yeux sur. Moi, je pense qu'on n'est pas un pays. Je pense qu'on est un pays qui protège pas ses enfants. Et je pense, moi, je suis beaucoup plus polémique que Arnaud. Je pense qu'on est un pays qui a institutionnalisé l'inceste jusqu'à très récemment. C'est-à-dire que l'inceste n'est pas puni. Et que c'est des pratiques courantes, beaucoup plus courantes qu'on l'imagine. Et institutionnaliser l'inceste parce qu'on a fermé les yeux et qu'on s'est tu. C'est ça qui a fait qu'on a fermé les yeux et qu'on s'est tu, et puis parce qu'on pratique l'inceste. On est un pays, je pense que, vu la fréquence de l'inceste, et c'est quelque chose qui va nous déborder, quand Arnaud donne des chiffres, mais qui sont les chiffres officiels, 160 000 enfants, enfin, à la fois on dit il y a un enfant sur 5 victime de violence, et à la fois on dit 160 000 enfants, mais un enfant sur 5, on est 70 millions, il y a à peu près 20% de mineurs, ça fait donc 14 millions. Un enfant sur 5, ça fait 3 millions. Ça fait pas 160 000. Voilà, donc pourquoi on dit 160 000 ? Après, voilà, on a comme ça des concepts. Par exemple, le concept de libération de la parole. Vous me donnez la parole, j'en parlais. C'est un faux concept politique pour moi, la libération de la parole. Pour deux raisons. La première, c'est que les enfants parlent. C'est nous qui ne savons pas les écouter. Donc il faut une libération de l'oreille, pas de la parole. La deuxième chose, c'est qu'on dit aux gens, aux femmes et aux enfants, venez nous parler, on va vous protéger. Enfin, c'est dégueulasse de dire ça. On devrait leur dire, venez nous parler, on va vous envoyer au casse-pipe. Parce que 80%, on ne les protège pas. C'est les sans-suite. Alors oui, on leur dit, les sans-suite, on vous a cru, mais on n'a pas les moyens. Mais n'empêche qu'on les renvoie dans le milieu pathogène. Donc, la libération de la parole, pour moi, c'est un faux concept politique. Apprendre à écouter les enfants, c'est pour ça que je n'ai pas parlé, moi, de libération de la parole. Et 2, à l'heure actuelle en France, arrêter de dire que quand on parle, on protège, parce que pour le moment, avec 80% de sans-suite, c'est faux. Alors, c'est-à-dire que dans d'autres pays, on s'y prend différemment et beaucoup mieux. Et comment vous êtes forgé vos compétences finalement, puisque en effet, vous en avez fait votre métier. Alors, comment vous êtes-vous enrichi ? Est-ce essentiellement par l'expérience ou aussi par ce qui se faisait ailleurs ? Ah non, moi je ne suis pas un chercheur, moi je suis un rameur de base, donc tout ce que je sais, on me l'a appris. Soit les gens que j'ai rencontrés, soit moi j'ai beaucoup appris au Canada, qui a à peu près 30 ans d'avance sur nous. Ah oui, quand même. Et j'ai appris là, parce que j'étais au congrès de médecine légale, congrès national de médecine légale du Maroc, où il y avait la Tunisie qui était représentée, et j'ai appris qu'eux, ils avaient 99% de suite.
Voilà. Bon, mais écoutez... Ça pose question quand même. Oui, tout à fait. Et la parole, je vous la laisse, Dr Benkemoun, en effet, pour expliquer concrètement, et je vous le dis de manière très pédagogique, comment vous travaillez et comment vous faites comment faut-il faire pour les professionnels pour recevoir et notamment obtenir une révélation au tout départ. D'accord. Alors moi, je vais vous parler d'ici parce que je supporte pas ne pas contrôler le clic. Donc du coup... Je suis là et je contrôle le clic. Et mais on le voit bien, tout le monde le voit bien. Voilà. Allez-y. Voilà, donc, je vous ai mis quelques-unes. Alors, pourquoi il faut apprendre à écouter les enfants ? Parce que nos interventions entraînent les 80% de sans suite. Voilà, c'est-à-dire que les interventions inadéquates entraînent soit des fausses allégations, soit influencent l'enfant dans son discours, soit entraîne à rendre ces déclarations non convaincantes. Voilà, donc ça, c'est tout ce que je vous dis est scientifiquement prouvé. Moi, j'ai été formé au NICHT, je vois les gendarmes qui sont là, et les gendarmes sont formés au NICHT pour la plupart, à Rosny, on les forme d'ailleurs à Rosny. Et donc, en tous les cas, les gendarmes de la maison des familles, où je suppose que il y a ici la maison des familles, sont formés à ce protocole d'interview de l'enfant qui à la fois permet de ne pas polluer la parole de l'enfant et permet aussi d'avoir plus d'informations, enfin bon, etc. Je ne vais pas vous faire le niche, mais en tous les cas, moi j'ai appris ça depuis 15 ans et je ne communique avec les enfants, d'ailleurs avec tout le monde, que de cette façon-là. Et c'est pour ça que je vais vous dire des choses, vous allez me dire, mais on fait ça tout le temps. Eh bien non, parce que moi, de temps en temps, je suis là quand on le fait et je me rends compte, parce que c'est plus facile de critiquer les autres quand même, je ne vais pas me mettre à me critiquer moi. Et donc quand on est à regarder les autres, on dit, non, voilà. Donc moi, je suis en train de former là, toutes les UAPED, les unités, les unités enfants de Paris et de Corse, au recueil de la parole de l'enfant pour effectivement que leur discours soit entendu et entendable et apporter au procureur du matériel pour que effectivement il ait la possibilité de ne pas faire de sans-suite. Parce que moi je pense que quand on dit 80% de sans-suite, on pense au procureur. Mais le procureur, vu le matériel qu'on lui amène, je ne sais pas comment il peut faire pour aller plus loin. Donc il faut des auditions qui tiennent la route. Et malheureusement, quand on n'est pas formé, les auditions ne tiennent pas la route et donc on rend la parole de l'enfant non crédible. Il faut une première intervention, la vôtre, la mienne, qui tienne la route, et notamment le signalement ou l'information préoccupante. Et puis il faut que toute la chaîne soit formée, ce qui n'est pas le cas, parce que pour le moment on forme les gendarmes, mais après le juge des enfants, le juge des affaires familiales, enfin bon, je vous en passe. À tout moment, on peut polluer la parole de l'enfant et la rendre non crédible. Et donc, vous savez que dans ces situations-là, il n'y a pas de preuves directes, et donc il va y avoir que des preuves. Moi, je suis médecin légiste, donc je sais que quand on examine un enfant qui déclare des violences, quelles qu'elles soient, la majorité du temps, il n'y a pas de preuves directes. Et même quand il y a des preuves directes, il va falloir amener la dynamique d'imputabilité, qui n'est pas si facile que ça après tout. Et donc les 3/4 du temps sont des preuves indirectes. Quelles sont les preuves indirectes ? La parole de l'enfant. C'est une preuve, pourvu qu'elle soit recueillie comme il faut, par vous, par moi, par les officiers de police judiciaire, etc. L'expertise, voilà, parce que l'expertise médico-psychologique des victimes, pour moi, ça a une importance. Alors même si on dit l'expertise a trop de place, etc., enfin, le procureur, c'est pas un sachant, ou le juge des enfants, etc., et il va demander l'expertise à un expert, psychologue ou psychiatre, qui doit être formé à ce recueil de la parole de l'enfant aussi. Parce que l'expertise fait partie du faisceau de preuves. Et si on amène au procureur un signalement ou une information préoccupante qui tient la route, un recueil de la parole de l'enfant par les officiers de police judiciaire qui tiennent la route, une expertise qui tient la route, et moi je pense qu'on n'aura plus 80% de sans-suite. Enfin, c'est mon credo. Je sais qu'à Rennes, la gendarmerie interviewe avec cette technique d'audition non suggestive, et donc je leur ai demandé de faire une étude sur le fait de savoir est-ce que du coup ça entraîne moins de sans-suite. Alors faire des études en France c'est toujours assez compliqué, donc pour le moment ils n'ont pas démarré. La Corse m'a dit aussi, la Corse du Sud, parce que je travaille aussi en Corse,
m'a expliqué la même chose. Et donc là aussi, essayer de faire une étude. Pourquoi on n'est pas bon avec les enfants ? Parce que les 3/4 du temps, on n'a pas de connaissances suffisantes sur le développement de l'enfant. Même si on est professionnel de l'enfant, développement cognitif, développement affectif, le niveau de langage, enfin bon, etc. Ce qui fait qu'on va attendre de lui quelque chose qu'il ne peut pas nous donner. Et donc on va le mettre en défaut ou en sentiment d'incompétence, on va le stresser, enfin bon, etc. Ce qui fait qu'on doit absolument, quand on s'occupe d'enfants, être formé à l'enfance. Concernant ma spécialité, les gendarmes, les officiers de police judiciaire sont là, la majorité des expertises sont faites par des experts d'adultes. Vous imaginez le biais, quoi, parce qu'un expert d'adulte, s'il n'a pas une pratique suffisante en pédopsychiatrie ou en psychologie de l'enfant et de l'adolescent, eh ben, il va dire que des bêtises, quoi, parce que c'est un travail tout à fait particulier. Donc se former, s'entraîner, être supervisé. Alors se former, ben voilà, là on se sensibilise et puis après on se dit ah dis donc c'est vachement génial ce qu'Arnaud a raconté, ce que lui raconte, ce que les autres vont raconter, on va aller se former. S'entraîner, ça veut dire que effectivement de temps en temps on a formé des officiers de police judiciaire mais ils font 3 auditions par an. Ben c'est pas bon, au bout d'1 an ils ont tout oublié. Et être supervisé, ça veut dire que vous savez très vite on reprend les mauvaises habitudes. Parce qu'on a l'impression que c'est plus facile, c'est plus simple, etc. La supervision, il y a des pays, la Belgique, Arnaud en a parlé, la Belgique, un officier de police judiciaire, il est formé au protocole, il est validé, il est supervisé, il ne fait pas le protocole, ils lui disent 1 fois pas bon, il est reconvoqué, 2 fois pas bon, il ne fait plus les enfants. Voilà. Nous, on n'en est pas encore là, si tant est qu'on soit formé. Alors après, pour les enfants, des conditions favorables. Voilà, un enfant, plus il est stressé, plus ce qu'il va raconter a des chances de ne pas s'inscrire dans la réalité. Donc un accueil adapté. L'accueil, c'est majoritaire. C'est le truc le plus important. Faire que l'enfant se sente bien avec nous et faire qu'il ait le sentiment qu'on est quelqu'un à qui il peut parler. Voilà. Et faire qu'il ait le sentiment qu'on a le temps pour lui, alors que tous, on sait qu'on n'a pas le temps. Je vous rappelle Erickson qui disait à ses patients, vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez dans le temps qui vous est imparti. Et moi, j'utilise cette formule parce que du coup, ça me donne l'impression moi-même d'avoir du temps. Et à partir du moment où j'ai le sentiment d'avoir du temps, je pense que la personne en face a le sentiment aussi d'avoir du temps. Un lieu calme, on respecte l'intimité, et je vous assure que c'est pas... Vous allez me dire, mais on fait tout ça. Mais regardez et vérifiez que vous faites ça. Non, on ne fait pas tout ça vraiment. Limiter l'attente, voilà, c'est-à-dire qu'un enfant, on ne le fait pas attendre. On se présente à l'enfant. Voilà, je suis quelqu'un à qui tu peux parler. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de parler aux enfants. Je suis quelqu'un avec qui les enfants ont l'habitude de parler. Voilà, on lui donne ce sentiment, parce qu'on l'est, on ne ment pas, qu'on est capable de recevoir sa parole. Parce qu'il y a soit des enfants qui viennent nous parler directement avec des mots, soit des enfants qui nous parlent avec des actes, avec des comportements. Donc Arnaud nous a dit ce qu'on sait dans les pays anglo-saxons depuis bientôt 40 ans, que la délinquance juvénile est un symptôme de la maltraitance. On en parle seulement maintenant en France, parce que moi je me souviens dans les tribunaux quand on disait « ouais, mais il a été maltraitant », le magistrat il me répondait « il a été maltraité », le magistrat me répondait « bah oui, mais docteur, vous êtes toujours en train de les excuser ». Non, on n'excuse pas. On essaye de comprendre. La prise en charge judiciaire, sanction uniquement, aboutit à un désastre. La prise en charge judiciaire, sanction plus la prise en charge du psychotrauma, aboutit vraisemblablement à sortir ces enfants de la délinquance, ce qu'on appelle la désistance. Développer une relation de confiance avec les enfants, c'est-à-dire que je suis quelqu'un à qui tu peux parler. Si tu ne veux pas parler aujourd'hui, tu peux venir parler demain. Alors bien entendu, vous savez comment sont les enfants, ils vont venir vous parler à 18h30 quand on s'en va, qu'on est attendu au restaurant, enfin bon, etc. Mais si on lui dit, non, reviens demain, c'est mort. Donc, tant pis pour le restaurant. C'est ça, s'occuper des enfants. Et donc, l'enfant qui va parler, faut l'écouter, et malheureusement, on n'est pas formé à ça. Et l'enfant qui parle différemment, faut aller le voir. Voilà, je remarque, contrairement à d'habitude, que tu es tout seul dans la cour de récréation, parle-moi de ça. Voilà. Vous voyez ?
Je remarque que tu pleures, c'est pas habituel chez toi, parle-moi de ça, dis-moi plus sur ça, enfin bon, voilà, etc. Je vous donne ces parle-moi de ça et dis-moi plus sur ça, parce qu'effectivement, on finit par être très pauvre dans les questions. On a des questions non suggestives, et moi, mes questions, c'est parle-moi de, dis-moi plus sur. Voilà. Au lieu de lui dire papa, comment il est avec toi, parle-moi de papa, parle-moi de maman, parle-moi de papa avec toi, parle-moi de toi avec papa, parle-moi de maman avec toi, enfin bon, etc. Voilà. Clarifier les règles de communication. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, quand il ne sait pas, il va inventer. Pourquoi il invente ? C'est comme à l'école. Si vous lui posez une question, il faut qu'il donne une réponse. Et donc, du coup, on doit lui donner l'autorisation face à un adulte de ne pas savoir. Voilà, bon, ça c'est des techniques que vous lirez. Lever d'emblée les résistances. Un enfant, il est résistant à nous parler, forcément, c'est compliqué. Et donc, il faut qu'on travaille avec ces résistances. Je vois que c'est difficile pour toi de me parler. Je sais que c'est difficile pour les enfants de parler. Moi, j'ai l'habitude de parler aux enfants. Comment je peux t'aider à me parler, enfin bon, etc. Vous voyez ? Renforcer l'enfant. Alors, renforcer l'enfant, c'est pas lui dire ce que tu as dit, c'est bien. Papa m'a violé. Ce que tu as dit, c'est bien. On va dire, c'est quand même pas bien d'être violé. Donc, on n'est pas dans le bien ou le mal. Jamais. On n'utilise pas le concept de bien ou de mal. J'ai entendu tout à l'heure dire c'est courageux de parler. Non, parler, c'est important de parler. Si on dit à un enfant t'es courageux, on est dans des unités de valeur. C'est-à-dire que les autres, ils ne sont pas courageux. Non, c'est pas qu'ils ne sont pas courageux, c'est qu'ils ont peur, ou qu'ils ont honte, ou que je n'ai pas été capable de l'écouter. Donc on renforce l'enfant, tu m'aides beaucoup, ça m'aide. Alors je ne suis pas content que tu me parles, parce que ce serait bizarre quand même d'être content de ce qu'il nous raconte, et pourtant ce sont les mots qui sont employés. Voilà, donc c'est les règles fondamentales du dialogue avec l'enfant. Attitude calme, on n'est pas les copains ni les copines, mais on n'est pas froid non plus. Voilà, ça s'appelle l'empathie, quoi. Attitude calme. On évite les éléments de distraction. Voilà, si un enfant vient nous parler, on essaye de ne pas avoir d'éléments de distraction. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'essayer de créer une relation de confiance, et s'il va se distraire, on va perdre cette alliance, et donc il va falloir retravailler cette alliance. Or, vous savez qu'un enfant, c'est comme votre voiture, il a un réservoir d'essence. Si vous dépassez la capacité du réservoir, elle tombe en panne. Mais à l'enfant, c'est pareil. Au-delà de 30 minutes, il est en panne, quoi. Et donc, si vous maintenez un enfant dans un dialogue de ce type-là plus de 30 minutes, ce qu'il va vous dire est susceptible d'être faux. Vous voyez, c'est bon. Et sachez que les avocats de la défense, eux, le savent. Et donc, ils vont mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour déclarer qu'on a influencé la parole de l'enfant, etc., etc. On est assis en face à face, assez proche, des petits, pas de bureau, enfin bon, etc. C'est une seule question par phrase, parce que souvent, on a tendance à mettre plusieurs questions par phrase, où les gens qui ont mon âge, ils n'avaient pas le GPS. On s'arrêtait, on disait « c'est où la rue machin ?» Et le mec, il nous répondait « tu prends la première à droite, la deuxième à gauche, la troisième à droite, tu vas tout droit, au bout de 100 mètres, tu tournes à gauche. » Terminus. Je redemande 100 mètres après parce que j'ai oublié. Là, c'est pareil. S'il y a 2 questions, 3 questions, l'enfant ne sait plus à quoi il répond. Des phrases courtes, sujet, verbe, complément. L'enfant, sujet, verbe, complément, il comprend. Un enfant maltraité, il a en moyenne 1 à 2 ans d'âge mental de moins qu'un enfant non maltraité. Or, vous ne savez pas si vous avez affaire à un enfant maltraité ou pas, vu qu'un enfant sur 5 a été maltraité. Vous voyez, donc ça veut dire que dans une classe de 20, il y en a au moins 4 qui ont été maltraités. Des fois, il pleure parce que j'en sais rien, moi, il n'a pas eu ses bonbons, etc., mais il va nous le dire. Et des fois, il pleure pour autre chose. Et donc, il faut s'adapter à son niveau. C'est pour ça qu'il faut avoir une connaissance du niveau de l'enfant. Laisser l'enfant réfléchir et respecter ses silences. Moi, je me souviens, il y a 30 ans, les sachants, ils nous disaient « si tu laisses du blanc, ça rend les gens anxieux. Donc, il faut remplir les trous. » C'était ça en psychologie, remplissez les trous. Et puis, en fin de compte, on s'est rendu compte que non. Il y a des gens qui pensent vite, ils vont vite. Et puis, il y a des gens qui pensent lentement, surtout s'ils ont été maltraités, ils vont lentement. Et nous, on doit s'adapter au rythme, en sachant que, à partir du moment où ça déborde, si ça traduit plutôt une résistance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va traiter la résistance. Je vois que
tu as du mal à parler, je vois que c'est compliqué pour toi, enfin bon, etc. On est très répétitif dans notre... on est extrêmement répétitif. C'est difficile à apprendre. Moi, ça fait 15 ans que je pratique ça, j'ai mis au moins 5 ans. Alors déjà, j'ai mis 1 an à comprendre, parce que quand Mira ici me parlait de ça, je disais, mais c'est quoi cette connerie, là? Bon, voilà. Et puis après, j'ai mis 5 ans à l'intégrer. Voilà. Et pourtant, je rencontre des enfants toute la journée. Donc c'est difficile à intégrer, mais après, ça coule de source. Et moi, je parle comme ça aux enfants, aux adultes, aux vieux, aux jeunes, enfin moi, etc., qui jamais me disent, elles sont bizarres vos questions, quoi. Je vois des femmes victimes de violence, moi, je leur dis pas, est-ce que votre mari me viole? Parlez-moi de vous quand vous avez des rapports sexuels. Parlez-moi de lui quand il a des rapports sexuels avec vous. Voilà. J'ai dit à Ernestine René que c'est les questions qu'elle a mis dans son petit livret à poser pour savoir si les femmes ont été victimes de viol étaient des questions suggestives. À partir du moment où on pose des questions suggestives, l'avocat de la défense va dire quoi? C'est toi qui as parlé de viol, c'est pas elle. Voilà. D'autant qu'en plus, les femmes victimes de violences conjugales, elles ne sont pas violées, vu que c'est normal, il avait envie, enfin, etc. Je vous en passe. Un vocabulaire accessible à l'enfant. Pour qu'on ait un vocabulaire accessible à l'enfant, faut laisser l'enfant parler. C'est lui qui va nous donner son niveau de vocabulaire. Voilà. Et on va parler avec ses mots. Parce que des fois, il va nous dire, il va employer des mots dont on sait que ce n'est pas des mots qu'il utilise habituellement. Donc on va lui dire qu'on est capable d'entendre ces mots, etc., qu'il faut qu'il nous parle avec ces mots. Et après, on va employer ces mots. Voilà. Moi, j'ai vu des officiers de police judiciaire qui me disaient non, on ne peut pas lui dire parle-moi de la bite de papa quand elle était dans ta bouche. Non, on ne peut pas dire ça quand même. J'ai dit si, on peut lui dire, c'est lui qui me l'a dit. Voilà. C'est-à-dire que lui m'a dit papa il met la bite dans ma bouche. Parle-moi de la bite de papa quand elle est dans ta bouche. Pourquoi je parle comme ça? Parce que si je lui dis elle était grosse, elle était petite, elle a éjaculé, elle n'a pas éjaculé, il ne va pas comprendre. Puis gros, petit, vous imaginez, 5 ans, la bite de papa dans la bouche, c'est gros, quoi. Bon. Est-ce que c'est dur? Non, parle-moi de la bite de papa dans la bouche. Parle-moi de ta bouche quand il y a la bite de papa dedans. Voilà. À partir du moment où c'est lui qui m'a dit qu'il y avait... À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Oui, je sais, je dis des mots mal élevés, mais elle me reprend là, non? Elle me dit de ne pas dire de gros mots. Voilà, donc le moins d'informations possibles qui ne viennent pas de l'enfant, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne dit, voilà, je vais essayer de faire dire à l'enfant ce qu'il a. Parce qu'après, je vais faire un signalement. Si je fais un signalement avec mes mots et ce que moi je lui ai apporté, je comprends que le procureur derrière, il dise ça ne va pas, quoi. Donc je vais faire un signalement avec ce qu'il m'a dit. Et dans mon signalement, je marque les questions que j'ai posées et les réponses qu'il m'a données. Utiliser le prénom de l'enfant, ça fait rigoler, mais je vous certifie qu'on n'utilise pas le prénom de l'enfant. On dit tu, on dit maintenant. Utilisez le prénom de l'enfant parce que c'est une proximité. Ne pas se tromper de prénom. Parce que moi j'ai vu ça même aux assises, ils appelaient la victime avec le nom de l'auteur. Je leur ai dit, c'est quand même dur, quoi. Et une fois sur 10, se tromper. Je leur ai dit, faites gaffe, quoi, marquez. Et puis comme ça, tu as le nom écrit en gros, tu te trompes plus. Voilà. Donc moi j'écris le nom en gros et je ne me trompe plus. Et si l'enfant me dit « pourquoi tu as écrit mon nom en gros ?» je lui dis « j'ai écrit ton nom en gros, comme ça je ne me trompe pas quand je t'appelle. » Voilà. De toute façon, il faut tout leur dire. Autrement, ils vous posent des questions et on repère l'alliance. Il faut leur dire tout ce qu'on fait. Je prends des notes parce que ça va m'aider après à rédiger, etc. Démontrer un intérêt pour l'enfant, voilà, comment tu te sens, est-ce que je peux t'aider, comment je peux t'aider à te sentir mieux, etc., etc. Soutenir avec des mots beaucoup d'encouragement. Les mots, je vous l'ai dit, c'est pas bien. On ne dit pas c'est bien. Ou t'es courageux. Ah non. Non, on dit tu m'aides beaucoup. Ça m'aide à comprendre. Etc. Alors comme j'ai les petits bignons de l'OCDE, là, du coup, voilà. Donc l'alliance, vous l'avez compris. Alors favoriser le contact non-verbal. Vous savez que la communication passe à 60% par le non-verbal. Si vous prenez tout votre temps à écrire, vous avez perdu le non-verbal. Moi, j'ai vu dans des auditions, en même temps que puis je peux vous en montrer, ça passe sur Internet, mais là, je ne le montre plus parce qu'en fait, une fois, je l'ai montré, le type qui avait fait les choses pas bien, il était là, je me suis fait engueuler. Enfin, c'est sur Internet quand même, donc tout le monde peut le voir, quoi. Et donc, elle parle, l'officier de police judiciaire, dans une brigade des mineurs très, très connue, et elle parle, et à aucun moment, elle regarde l'enfant. Et l'enfant est terrible pour l'enfant, quoi. Alors je ne vous dis pas ce qu'elle lui dit en plus, t'es une menteuse et toute la clique. Bon. Prendre du temps, on ne dit pas à un enfant qu'on ne le croit pas, même si on doute, quoi, parce que des fois, il nous raconte des trucs. Moi, j'ai même vu des psychiatres qui disaient il est délirant.
C'est pas lui qui est délirant. Il faut le prouver que les gens soient délirants. On délire si on est psychotique. Un enfant qui délire et qui n'est pas psychotique, c'est que vraisemblablement, il ne délire pas. Soit il est dissocié, soit il raconte un truc délirant. Mais tout ce qu'il nous raconte, de toute façon, est délirant. Alors nous, on a un peu plus l'habitude. Donc c'est vrai, quand il nous raconte des choses, on est un peu moins étonné. Mais moi, j'ai vu des enfants qui me disaient à la cave, papa, il tue des gens et puis après, il les enterre. Le premier psychiatre, il a dit, il est délirant, quoi. Sauf que le procureur, sur la deuxième expertise, il a creusé et il a trouvé. Voilà. Donc pour vous dire, ça peut paraître complètement délirant, mais si lui, il n'est pas délirant, on peut dire, son discours est délirant, mais pas lui. Voilà, ça pose problème, quoi. Voilà. Donc s'assurer que pas prendre trop de notes, etc. Présenter l'intervieweur comme quelqu'un qui sait parler aux enfants, le remercier, etc. L'intérêt pour l'enfant, c'est que tu es quelqu'un d'important pour moi. Il faut qu'il comprenne ça. Je suis là pour te protéger. Voilà. Moi, je ne dis pas aux enfants, si tu me dis quelque chose, ça va rester entre nous. Moi, je lui ai dit, comme je suis là pour te protéger, si tu me dis quelque chose qui justifie que je te protège, je te protégerai. S'il me dit comment tu vas me protéger, j'explique. S'il ne me demande pas, voilà. C'est important. Moi, je fais beaucoup d'expertise avec des mineurs. Je suis obligé d'expliquer dès le début de l'expertise tout ce que tu me dis, je l'écris et je vais l'envoyer au procureur. Il n'y en a aucun qui me dit je ne veux pas te parler parce que tu vas l'envoyer au procureur. Voilà. Donc, une fois qu'on a l'alliance, une fois qu'on a l'enfant a compris qu'il peut avoir confiance, une fois qu'il sait qu'on est là pour le protéger, etc. Moi, j'ai jamais vu d'enfant. À l'UMJ, on rencontrait 1000 enfants par an. Il n'y en a pas un qui ne parle pas. Ils parlent. Voilà. C'est nous qui ne savons pas les écouter. Moi, j'ai vu là une petite fille qui disait au juge des enfants, papa, il tape mes frères, mais moi, comme je suis une fille, il fait des choses différentes. Le juge des enfants n'a pas compris. Il a laissé filer. Voilà. Parle-moi de ces choses différentes. Parle-moi de papa qui fait ces choses différentes. Voilà. On va finir par dire quelque chose, quoi. Parce que c'est quelque chose qui ne fait pas appel à la mémoire de reconnaissance. Si je vous dis quelle est la couleur de ses cheveux, vous allez voir que vous allez chercher dans couleur des cheveux. Si je vous dis parle-moi de ses cheveux, vous allez voir que vous n'allez pas chercher. Et que vous allez me donner des tonnes d'informations, y compris peut-être la couleur. Ils sont longs, ils sont blonds, ils sont roux, ils sont grands, ils sont petits, il n'en avait pas, etc. Vous voyez ? Donc, apprendre à questionner de façon non suggestive. Moi, j'ai des tas de gens qui disent « Ah, mais moi, je suis formé à questionner de façon non suggestive. » Et la première question qu'ils posent, c'est « Est-ce que, terminus, est-ce que c'est un questionnement qui n'est pas non suggestif ? Est-ce que ça va se terminer par oui ou par non ? Ou on va lui dire « Est-ce que papa t'a tapé ?» Suggestif, vous voyez, donc est-ce que, terminé. Il faut enlever est-ce que de votre façon de parler. Vous allez voir, ça prend 2 ans. C'est vachement compliqué. Ou alors, si vous dites est-ce que, c'est possible qu'on dise est-ce que tu peux me dire la couleur de la voiture ? Mais on peut lui dire autrement. Parle-moi de la couleur de la voiture. Il m'a parlé d'une voiture. Moi, j'aimerais bien connaître la couleur. Enfin, les officiers de police judiciaire. Moi, je m'en fous de la couleur. Je ne vais pas aller chercher les détails. Mais eux, oui. Parle-moi de la couleur de la voiture. C'est une question suggestive. Dis-moi tout sur ça. Hop, je rends ma question moins suggestive. Vous voyez ? Bon, les petits gestes de bonne volonté, voilà. Et donc, moi, j'ai mis à peu près 2 ans à convaincre l'hôpital qu'il fallait du jus d'orange et des petits gâteaux. Et parce qu'ils disaient, c'est vous qui allez les bouffer. Ils n'avaient pas tort, hein. Mais bon, quand même. Une attitude neutre. Voilà. Pourquoi une attitude neutre ? On ne juge pas. Moi, je m'en fous de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Je ne suis pas là pour ça, moi. Moi, je vois de temps en temps la vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des médecins a dit l'année dernière, au Figaro, je crois, le médecin ne doit signaler que s'il est sûr. Alors, j'ai interviewé le Conseil national de l'Ordre des médecins en disant, c'est quoi ces conneries ? Qui m'a dit, ah bon, elle a dit ça, mais quand, où ? Donc, j'ai envoyé, et là, ils m'ont renvoyé une lettre de 4 pages pour me dire qu'effectivement, vous pouvez signaler. Même quand on n'était pas sûr, parce qu'en général, je ne suis pas enquêteur. Hein, donc, et même les enquêteurs, je pense que très souvent, ils ne sont pas sûrs non plus. Voilà, c'est un faisceau d'arguments. Donc oui, ne pas juger. Voilà, il me dit quelque chose. Moi, je vois des parents agresseurs qui viennent me voir parce que j'ai fait des signalements et qui me disent « Mais c'est dégueulasse, pourquoi vous avez fait ça ?» Je lui dis « Attends, moi j'ai un enfant qui vient me dire ça. Et vous faites quoi, vous ?» Moi, je signale, c'est mon boulot. Voilà.
Pas de jugement de valeur, on l'a vu. Hein. Évitez les petits noms, ma puce, enfin c'est pas ma puce. Hein. C'est Charlotte, Martine, Robert, enfin bon, etc. Mais c'est pas ma puce. Ne pas mettre en doute, vous l'avez vu. Éviter le risque de revendication. Alors, tout ce qui peut renforcer la culpabilité. Par exemple, c'est pas ta faute. Ah ben, c'est pas ta faute, c'est vachement culpabilisant. Les gens ne le savent pas, mais je vais vous employer encore une technique d'hypnose. Si je vous dis là à tous de ne pas penser à un éléphant rose, vous allez voir que vous allez être emmerdés. Hein. C'est tout du Erickson, tout ça. Hein. Et donc, si je lui dis c'est pas ta faute, bah lui, il entend quoi? Faute. T'es pas coupable, il entend quoi? Coupable. Donc, plutôt dire, je vois que tu te sens coupable, parle-moi de ça. Vous voyez, dis-moi tout sur ça. Parle-moi de cette culpabilité. Ça peut être intéressant, pourquoi il se sent coupable. C'est peut-être là qu'il va nous dire, eh ben, écoute, ça, quand papa il me faisait des guillis sur le zizi, ben, ça me faisait plaisir. Et donc, eh ben, des fois, j'allais chercher des guillis sur le zizi, ce qui est terrible pour les enfants. Et ça va être renforcé par l'avocat de la défense qui va dire, il a été consentant. C'est lui qui demande. Ben non, c'est des guillis. Pourquoi? Ben parce qu'il ne savait pas que c'était sexuel. C'est qu'après qu'il a compris et qu'après qu'il a su comment il avait été objectivé. Et c'est qu'après qu'il a présenté le stress post-traumatique et toute la clinique. Voilà, ne pas souligner les incohérences, même si on peut confronter. On peut confronter les gens, mais sans souligner les incohérences. Tu as dit ça à l'officier de police judiciaire, moi tu me dis ça, on va en parler, quoi. Voilà. Voilà, l'empathie, hein. Donc la résistance, je vous l'ai dit, l'empathie, c'est difficile pour toi de t'exprimer. Légitimer l'expression, tu peux parler des choses. Voilà, ici, tu peux parler. Généraliser les difficultés de l'enfant, l'expression de confiance, le réconfort, enfin bon, voilà, etc., etc. Et éventuellement, ça c'est pour les officiers de police judiciaire, hein, ou pour le psychiatre. Moi, ça m'est arrivé que la secrétaire a pris un rendez-vous le jour où il y a un match de foot. Voilà. Et ben, le môme, il arrive en disant, moi, il y avait match de foot où il y avait anniversaire de Robert, et j'avais pas envie d'être là, c'est même pas la peine de le voir. Hein. Tout ce qu'il va me dire, il va penser à son match de foot ou à l'anniversaire, donc je reporte. On s'adapte à l'enfant. Voilà. S'il fait la sieste, moi, quand les parents prennent rendez-vous avec moi, je demande quand est-ce qu'il dort, quand est-ce qu'il fait la sieste, quand est-ce qu'il mange. Ils se disent, il est bizarre ce mec, quoi. Et on prend rendez-vous là où il peut, quoi. Bon, alors maintenant, si vous êtes professionnel et que vous allez voir un enfant qui vous parle d'une façon ou d'une autre, c'est un peu différent. Mais n'empêche que voilà, on le met dans des conditions particulières. On lui dit, viens, on va parler un petit peu quelque part où on va se sentir mieux, enfin bon, etc., etc. Voilà, le calme, hein, l'accueil. Enfin, bon. Identifier la nature de la résistance. Je vois bien que tu as des difficultés à me parler. Est-ce qu'on peut parler de ça? Vous voyez, plutôt que de s'énerver sur la résistance. C'est comme ça qu'on fait en général, hein, quand ils ne veulent pas parler. Bon, je sais pas que ça fout. Enfin, bon. Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas me parler? Et comment je peux faire pour que tu puisses me parler? C'est surtout comme ça qu'un enfant qui fait le con, on ne va pas lui dire arrête. Plutôt l'interviewer sur pourquoi. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas tenir en place? Bon. Je vous rappelle que le diagnostic de TDAH, maintenant, on sait que c'est un diagnostic qui peut correspondre à un symptôme de maltraitance. Donc on ne le traite plus comme on traitait avant, on filait de la Ritaline et puis basta, quoi. Enfin, j'espère qu'on ne fait plus ça. Mais n'empêche qu'un enfant qui va dans tous les sens, eh ben, on en parlait tout à l'heure, hein, de ces enfants. Moi, je me souviens à la PJJ, Juliette est là, ils les appelaient les incasables. On a mis un temps fou à leur dire que c'est... Imaginez, ils lisent leur rapport, il y a marqué incasables. Ils ne sont pas incasables. C'est la société qui est incapable de les caser. C'est pas pareil. C'est nous qui les rejetons. C'est pas eux qui nous rejettent. Ce que tu as essayé un petit peu d'expliquer tout à l'heure. C'est nous qui sommes incapables de les comprendre dans tous les sens du terme. Comprendre, c'est prendre avec. Et c'est aussi comprendre. Voilà. Alors, si vous êtes là et que votre fonction s'arrête au signalement, c'est pas la peine d'aller poser des questions en veux-tu, en voilà. Hein. Moi, je veux le titre du film. Je vous parle, hein, c'est comme ça que les Canadiens nous parlent. Hein. Donc, le signalement, c'est le titre du film. Papa m'a touché. Bon, c'est emmerdant parce que papa m'a touché. Moi aussi, papa m'a touché, quoi. Bon. Mais s'il me le dit, c'est qu'il y a quelque chose de particulier quand même. Dis-moi plus sur toucher. Voilà, je vais poser. Mais à partir du moment où il me dit, il m'a mis la main sur le zizi, j'arrête.
Pas besoin d'en savoir plus. Moi, je peux faire mon signalement. Voilà. Parce qu'après, si je vais plus loin, je vais polluer l'enquêteur, quoi. Parce qu'il ne va plus savoir comment j'ai. Donc, il y a un tel risque de pollution que je vais poser des questions pour avoir le titre du film. Et je m'arrête au titre du film. Alors, on sait que c'est agaçant quand même, parce que je veux en savoir plus, quoi. On est toujours, on est, comment on dit, on est fasciné, quoi. Vous savez bien qu'on est fasciné. Quand il y a un accident de l'autre côté, l'embouteillage, il est de notre côté. Ils sont tous fascinés, il est mort, il n'est pas mort, il y a du sang, enfin bon, voilà. Donc on est fasciné par ces enfants qui nous racontent des tas de trucs. Voilà, si vous êtes que fasciné, soit il faut arrêter le métier, soit il faut vous traiter. Moi j'ai vu des pédiatres qui m'ont dit, les enfants ils nous racontent des trucs, on est complètement dissociés. Bah faut arrêter. Hein. Parce que si l'enfant voit que tu as peur, il ne raconte plus. Je raconte quelque chose, ça met l'adulte en grand désarroi. Les enfants ils cherchent à nous protéger, les adultes aussi. Hein. Moi j'ai vu une grande partie des gens qui ont suivi le Bataclan, ils ne nous ont pas raconté les choses. Hein. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais aussi parce qu'ils voulaient nous protéger. C'est inracontable, quoi. Voilà. Et les enfants, c'est pareil. Si quand ils racontent à la mère, elle pleure, elle tombe par terre, enfin bon, etc., ils vont avoir du mal à raconter à un autre adulte. Si l'adulte référent ne les croit pas, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils vont pas avoir tendance à répéter. Quand un enfant est cru, il va avoir tendance, il a la capacité de répéter. Quand le parent croit l'enfant, c'est un facteur extrêmement protecteur. Et en plus, c'est un facteur qui fait qu'il va pouvoir répéter à l'officier de police judiciaire, etc. Un enfant qui n'est pas cru, c'est compliqué pour lui de répéter. D'abord parce qu'il va se mettre en doute. Vous savez qu'une des conséquences des violences, c'est aussi la mise en doute de ses perceptions. Ça s'appelle la dissociation, quand même. Et donc, si il dit « papa m'a fait ça », bah non, je te crois pas, il est possible qu'il se dise bah, « peut-être papa m'a pas fait ça ». Voilà. Et là, c'est mort. Ou peut-être c'était pas grave, enfin, etc. Et donc, pourquoi il dirait à l'officier de police judiciaire, qui d'ailleurs peut lui poser la question de « est-ce que papa t'a fait quelque chose de grave ?» Bah non, vu que maman... vous voyez ? Donc, comment poser les questions ? Est-ce que papa t'a fait mal ? Bah, non, c'était plutôt des guilis, bon, voilà, etc., etc. Donc si vous vous dites est-ce que papa t'a fait mal, il va dire non. Si après il vous dit bah, il m'a mis son zizi dans la bouche, on va dire il ment, quoi. Voilà, etc., etc. Comment ne pas polluer la parole de l'enfant ? Bon, les blessures, on l'a vu. Hein, les questions que moi je pose et que je conseille de poser sur la recherche de la maltraitance, il ne faut pas laisser sortir un enfant de quelque part sans être sûr qu'il n'a pas été maltraité. Moi, je pose la question à l'envers. Je ne dis pas la maltraitance. Non, non. Je vois un enfant, la première chose que je fais, c'est me poser la question de la maltraitance. Et je le laisse partir que si je me dis il n'a pas été maltraité, ou en tous les cas, je ne trouve rien pour dire qu'il a été maltraité. À chaque fois que vous voyez un enfant, il faut éliminer la maltraitance. Autrement, on passe à côté. Donc, on pose des questions. Est-ce que quelqu'un t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé ? C'est ça qu'ils nous disent, les enfants. Ils ne nous disent pas « j'ai eu mal », enfin bon, etc. Est-ce que quelqu'un t'a fait quelque chose que tu as trouvé bizarre ? Ils viennent souvent, moi j'ai vu une petite fille qui vient et qui dit « bah, papy me masse, etc. Et là, en fait, je suis venu parce que le massage là, il était bizarre. » Voilà. C'est pas parce qu'il la masse, c'est parce que celui-là était bizarre. Et donc, la question qu'on pose, maintenant vous avez compris, parle-moi de bizarre. Voilà. Et là, elle va dire, bah, il m'a touché la nénette. Enfin, parle-moi de toucher la nénette. J'ai envie qu'elle me dise avec la main. Et j'ai envie de savoir s'il l'a pénétré. Enfin, moi, etc. Alors vous, non, hein, si vous êtes dans le titre, vous arrêtez au titre. Mais nous, ou l'officier de police judiciaire, voilà, avec qui on travaille régulièrement, bah oui. Parce qu'on ne traite pas de la même façon, judiciairement en tout cas, des attouchements qu'une pénétration. Voilà, donc en fonction de son rôle, moi je suis là, je suis maîtresse d'école, moi je forme d'ailleurs tous les professionnels au recueil de la parole de l'enfant. L'officier de police judiciaire, le recueil de la parole de l'enfant, c'est 8 à 10 jours, plus une semaine sur le développement de l'enfant. Un professionnel de l'enfant, moi je les forme en 3 jours plus un jour, voilà, pour pouvoir poser des questions non suggestives aux enfants et s'arrêter en fonction de son rôle au titre du film. Par contre, si vous êtes enquêteur PJJ ou enquêteur ASE,
Bah oui, vous allez chercher à en savoir plus, c'est forcément votre boulot. Donc il va falloir avoir le scénario. Comment on obtient le scénario? Eh bien, on obtient le scénario, là aussi, avec des questions non suggestives. Et des questions non suggestives qui sont des invitations avec segmentation de temps, enfin je vais vous en parler. C'est une technique en entonnoir. L'enfant va nous parler et nous, en entonnoir, on va aller au plus profond de ce qu'il nous dit. Et je vous assure qu'on obtient des détails assez incroyables. Moi, j'utilise cette technique aussi pour les auteurs et on obtient des détails incroyables, quoi. Nous, on ne fait que les gestes centraux. Pourquoi? Parce que les gestes, les détails périphériques sont plus susceptibles d'être faux. S'ils sont plus susceptibles d'être faux, ce qu'il va me raconter est plus susceptible d'être faux. Donc mon discours est plus susceptible d'être mis en cause. Quand mon discours est mis en cause, le sien est mis en cause. Ça, c'est les officiers de police judiciaire. Eux, ils ont besoin de savoir comment elle était habillée. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher le sperme, ils vont chercher la salive, enfin j'en sais rien. Mais moi, j'en ai rien à foutre de comment elle est habillée. Et puis en plus, on l'a vu tout à l'heure avec Arnaud, ça peut être culpabilisant. Comment t'étais habillé, quoi. Et pourquoi il me pose cette question? Bon. Eux, oui. Nous, non. On s'arrête avant. On s'arrête aux éléments centraux. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus susceptibles d'être vrais. Les éléments centraux, c'est l'acte. Papa m'a touché, parle-moi de toucher, enfin bon, etc. Voilà. Mais on ne va pas lui dire, t'étais habillé, t'étais pas habillé. C'est pas notre boulot. Ça, c'est la police. La mémoire de l'enfant. Alors la mémoire, déjà, c'est assez compliqué la mémoire, parce que la mémoire, tout ne s'inscrit pas dans la mémoire. Vous imaginez si dans votre mémoire, il y avait tout. Je vous rappelle qu'un ordinateur, ça saute tous les 7 ans. Vous imaginez-vous s'il y avait tout, quoi. Donc, on enregistre, mais on ne garde pas tout. Alors comment on fait? Eh bien, on va reconstituer. La mémoire n'est pas un outil de reproduction, mais un outil de reconstitution. Quand est-ce que tu es parti en Grèce? C'est avant mon mariage et après mon... Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, il va falloir interviewer l'enfant de telle façon qu'on le mette le moins possible en sentiment d'incompétence. Si on rend un enfant incompétent, il va arrêter de nous parler ou il va se stresser. Et un enfant qui stresse, ce qu'il va nous dire est plus susceptible d'être faux. Ouais. C'est pour ça qu'on fait cette phase d'alliance, etc. Et donc, on va utiliser la mémoire libre. La mémoire libre, c'est quoi? C'est pas la mémoire, il y en a deux, la mémoire de reconnaissance et la mémoire libre. La mémoire de reconnaissance, c'est aller chercher quelque chose dans sa tête. Quelle est la plaque d'immatriculation? Et vous voyez bien que les gens vont chercher, quoi. La mémoire libre, c'est parle-moi de ce qui s'est passé. C'est pas raconte-moi. Les mots ont un sens. On raconte une histoire. Moi, je veux pas qu'il me raconte une histoire. Je veux que ça s'inscrive dans la réalité. Vous voyez, tout est important. Moi, je vois des tas de gens qui disent « Raconte-moi ce qui s'est passé, racontez une histoire. » Ben, je vais te raconter une histoire, si tu veux. Voilà. Parle-moi de ce qui s'est passé, du début à la fin. Le début, arrivée de l'agresseur, la fin, départ de l'agresseur. Alors, des fois, ils sont coquins, ils démarrent au milieu. Ça me fait chier, c'est pas mon plan, moi. Bon, ils démarrent au milieu, tant pis. On part du milieu et je vais à la fin. Comment je vais à la fin? Avec des invitations, et alors, et encore, et encore, et alors. Et moi, j'ai pause. Dis-moi plus, parle-moi plus, dis-moi plus de là à là, et alors, et encore, et encore, et alors. Eux, ils ont 50 mots, moi j'en ai 25, donc on s'entend bien, et on arrive à savoir ce qui se passe. Donc, ils commencent pas au début. Alors, je lui dis, et alors, et après, alors, et alors, après, il a fermé la porte. Peut-être qu'il n'est pas parti quand même. Et après on a dormi. J'arrête. Voilà, terminé, je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Et puis je reviens à, tu m'as dit que au milieu, et avant, et avant, et avant, et avant, et alors, et avant, et avant, et alors, eh bien il est rentré dans la chambre. Ah bon, ok, ça me va. Je veux l'histoire du début à la fin. Par des invitations comme ça, et alors, et après, et après, et alors. La mémoire de rappel, la mémoire libre, elle est plus susceptible d'être vraie par rapport à la mémoire de reconnaissance. L'utilisation de la mémoire de reconnaissance, pratiquement 50% des choses sont susceptibles d'être fausses. Alors, déjà sur l'histoire, et alors je ne vous parle pas du temps, de la fréquence et toute la clique, voilà, parce que les enfants, souvent, ils n'ont pas accès à la connaissance temporelle, etc., etc. Donc, la mémoire de reconnaissance, c'est tellement susceptible d'être faux qu'on ne l'utilise pas.
On va utiliser la mémoire libre dans la recherche scientifique, parce que tout ça, c'est basé sur des recherches. Alors, je vous rassure, hein, pas faites en France, parce que ça serait nouveau qu'on fasse des recherches en France, basées sur des recherches scientifiques américaines, puis canadiennes, des recherches qui évoluent, c'est pour ça que le protocole évolue, et d'ailleurs le protocole NIST a changé il y a 2 ans, il l'appelle maintenant le protocole revisité, parce que justement, ça va évoluer en fonction des connaissances sur la mémoire de l'enfant. Et donc le rappel libre, les choses sont plus susceptibles d'être vraies. Non seulement ça nous donne plus du renseignement, et en plus, c'est plus susceptible d'être vrai. Voilà, tout ne s'inscrit pas dans la mémoire. Pour que ça s'inscrive dans la mémoire, il faut que j'ai une certaine connaissance. S'il m'arrive quelque chose que je ne comprends pas, il est possible que je ne l'enregistre pas. Je ne le comprends pas. Ou je vais l'enregistrer d'une autre façon. Or, un enfant qui se fait agresser sexuellement, jusqu'à un certain âge, il ne comprend pas. Même si, à partir de 3 ans, maintenant, on voit des films porno, on a beau voir des films porno, reproduire les films porno et toute la clique, on ne comprend pas ce qui se passe quand même. Et donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc on a moins tendance à l'emmagasiner. Il va falloir s'accommoder d'un récit très soft. Le problème qu'on avait avant, c'est qu'on voulait un récit bien détaillé où il y avait tout. On ne peut pas. Papa, il est rentré dans ma chambre, papa, il m'a touché, papa, il est sorti. On n'a que ça. Et bien, à partir de là, il va falloir que je fasse quelque chose. On n'a que ça comme histoire les 3 quarts du temps. Alors après, il y a des enfants qui parlent beaucoup, parce qu'ils ont appris, alors les psychologues américains nous ont appris qu'il y avait les familles de pointeurs, ce n'est pas les pointeurs de chez nous, hein, et les familles de parleurs. Famille de pointeurs, c'est « passe-moi le truc là-bas ». Ben, le môme, quand il vous parle, il va vous parler de trucs dans le machin. Voilà. Et les familles de parleurs vont dire « est-ce que tu peux me passer le sac rouge que tu as mis à tes pieds ?» Enfin, voilà. Et puis il y en a pour 2 heures de blabla. Donc l'enfant, il parle. Ce qui va être gênant, parce que plus un enfant parle, et parle bien, plus on va dire qu'il a été instrumentalisé. Voilà. C'est pour ça que la connaissance du milieu, elle est importante. Moi, j'ai vu des enfants, j'ai un diaporama, enfin une audition d'un enfant par Mireille, d'un enfant qui parle tellement bien. Alors je le montre à chaque fois, parce que comme ça, les gens à qui j'enseigne me disent « ah merde ». Il parle tellement bien, mais on ne peut pas dire qu'il est instrumentalisé. Il raconte, je ne sais pas moi, la dernière fois qu'il a été au parc Astérix, quoi, vous voyez, bon. Donc, malheureusement, les enfants qui parlent bien, on a plus tendance à ne pas les croire, parce qu'on se dit, c'est pas possible. C'est pas un discours d'un enfant de son âge. Sauf si vous avez une connaissance de l'enfant de son âge et du milieu dans lequel il évolue. La mémoire, c'est un phénomène d'oubli. La mémoire, elle est faite pour oublier. Donc c'est normal que les gens oublient. Sans compter qu'en plus, la réparation passe par l'oubli. Voilà. La réparation spontanée, elle passe par l'oubli. Les gens oublient, la mémoire va oublier, le trauma va s'oublier, etc. Donc, quand un enfant a été agressé, alors je ne vous parle pas à 2 ans, hein, parce qu'à 2 ans, il y a déjà l'amnésie infantile. L'amnésie infantile, ça veut dire qu'il a le magnétophone, mais il n'a pas la cassette. Donc il ne peut pas enregistrer. Il va pouvoir nous en parler tout de suite, si on remarque quelque chose et qu'on lui pose des questions, ou s'il vient nous en parler et qu'on sait écouter. Mais à 7 ans, il aura tout oublié. C'est son corps qui va parler. Ça ne s'appelle pas la mémoire traumatique. Hein. Ça s'appelle l'amnésie infantile. Ce qui est logique, ça existe. Voilà. Donc, l'enfant, enfin nous aussi, hein, on a tendance à oublier comment ranimer cette mémoire sans polluer son discours. Eh bien, la mémoire libre est une technique de se ranimer la mémoire. Voilà. À travers même des flashs qu'ils vont avoir, à travers des cauchemars qu'ils vont décrire, enfin bon, etc. Moi, je ne crois pas à cette histoire de mémoire traumatique où on oublie tout. Pas vrai. C'est-à-dire que moi, professionnel, je suis passé à côté de quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Les gens vont nous parler du fait qu'ils dorment mal, qu'ils ont du mal à s'endormir, qu'ils ne peuvent pas fréquenter un machin, ou qu'ils ne peuvent pas aller bidule, ou qu'ils tremblent. Il y a toujours quelque chose. C'est à moi, alors de façon non suggestive, hein, parce que moi j'ai vu aussi dire « Ah là là, ce que vous présentez, ça ressemble à un viol, et comme en général on se fait violer dans la famille, vous avez été violé par votre père. » On rigole, hein, mais ça existe quand même, quoi. Vous le savez comme moi, et une fois qu'on voit ses enfants, on est mal quand même, parce qu'on est formé quand même à repérer les pollueurs et les polluants
mais des fois on est mal. Et cet enfant, tant pis, on n'arrivera pas à l'aider. Donc ça aussi, on forme les psychothérapeutes à poser des questions non suggestives et à travailler de façon non suggestive. La psychothérapie, c'est donner du sens. Donc vous voyez déjà que ça va fausser un petit peu la façon dont l'enfant va exprimer les choses. Donc c'est important de savoir comment ils ont été pris en charge, d'aller parler avec le psychothérapeute, etc. Voilà, et donc les mécanismes de protection, bien entendu, qui viennent eux aussi, la dissociation, l'amnésie, etc., réduire la mémoire. Les enfants sont suggestibles. Alors moi, ça me fait marrer quand on dit ça, parce que les pauvres enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent se prendre sur le nez, quoi. Tout à l'heure, j'ai entendu, Mme le maire, je suis désolé, mais j'ai entendu, les enfants sont résilients. Ben non, ils ne sont pas résilients, les enfants. Les enfants maltraités vont mal, quoi. La résilience, c'est un concept qui est mal compris et mal utilisé. Pour moi, la résilience, elle est externe, et on l'a vu avec Arnaud, il nous en a parlé. C'est ce que va apporter l'entourage à cet enfant qui va le rendre résilient. Ce n'est pas lui qui est résilient. D'abord, il ne peut pas l'être. Comment il peut être résilient? Il n'a pas les outils pour l'être. Un enfant qui est bien traité, dans un milieu sécure, avec qui on respecte l'attachement, on va respecter les besoins fondamentaux, etc. Pourquoi il va être résilient? Ce n'est pas qu'il va être résilient, c'est qu'en fait, il va avoir confiance en lui, il va avoir de l'estime en lui, etc. Donc il va avoir plus tendance à résister. Mais parce que l'extérieur lui a donné ses moyens d'avoir tendance à résister. Un enfant maltraité, il n'a pas confiance en lui, il n'a pas d'estime de lui, donc il va avoir moins tendance à résister. Donc la résilience, moi je trouve que c'est un concept compliqué parce que ça rend les gens responsables de la façon dont ils ont évolué. On disait avant, il est fort parce qu'il a tenu. Moi j'employais encore là une image hypnotique, c'est le chêne qui casse, c'est pas le roseau. Voilà, etc. Donc, et puis bien entendu, les dangers à introduire des techniques. Le jeu, nous on veut qu'ils nous disent ce qui s'est passé. Alors, on ne va pas jouer quand même. Et puis on ne va pas utiliser le dessin, parce que le dessin c'est virtuel, quoi. Et puis il y a des gens, moi je vois, qui analysent des dessins. Mais analyser un dessin quand l'enfant n'est pas là en train de dessiner et nous dire ce qu'il dessine, c'est vachement compliqué quand même. Moi, toutes les maisons, elles ont une cheminée avec de la fumée qui sort. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il a été violé au 3e étage, etc. Bon, c'est pour vous dire. Par contre, quand il dessine, je dis qu'est-ce que tu dessines là? Parle-moi de ça, voilà, etc. Et là, il va nous expliquer. Alors, il peut y avoir des dessins extrêmement suggestifs. Des dessins, quand ils sont suggestifs, c'est souvent des dessins traumatiques. Ça veut dire que le dessin traduit un trauma. Un enfant, moi j'ai vu une petite fille, elle dessinait que des filles à poil, elle avait 6 ans. Que des bonhommes à poil. C'est pas un dessin, ça, c'est un dessin traumatique. Il faut être formé à repérer le jeu traumatique, le dessin traumatique. Moi j'ai vu des professionnels qui pouvaient dire il va bien vu qu'il joue. Ah oui, mais quand même, il joue bizarre, je ne peux pas jouer avec lui, il ne veut pas que je joue avec lui, il répète toujours son jeu. Donc voilà, il est complètement dans. C'est un jeu traumatique. Donc c'est un enfant qui a été traumatisé. Donc il va falloir que je cherche. C'est pas un enfant qui va bien, même s'il joue. Voilà. De toute façon, les enfants, à un moment ou à un autre, ils jouent. Un enfant qui rit, un enfant qui est pas forcément un enfant qui va bien. Vous savez que maintenant, on sait que les petites filles modèles, c'est souvent des petites filles maltraitées, quoi. Et donc quand la maîtresse dit non, lui, alors là, rien à dire, il est nickel. Moi, il m'inquiète, lui. Voilà. Alors après, ils nous disent « Non, mais docteur, vous êtes gentil. Alors, ceux qui font les cons, ils inquiètent. Ceux qui ne font pas les cons, ils inquiètent. » Ben oui, dès que vous voyez un enfant, il faut éliminer la maltraitance. Bon, les faux amis, les poupons, les dessins, etc. On l'a vu. Ne pas utiliser de langage enfantin. Pas parce que je parle à un enfant que c'est comme, vous savez, avec les papiers. Ah, papier, on va faire pipi. Non, voilà. Ben là, c'est pareil. Les enfants, on leur parle comme on parle. Voilà. Moi, à partir d'un certain âge, je vous vois. Alors, il y en a qui me disent « Ah ouais, mais ça met une distance. » Non, je ne le connais pas. Et il n'y a aucun enfant qui ne me parle pas. Moi, j'ai au contraire l'impression que ça lui donne le sentiment d'un certain respect. Voilà. J'évite d'utiliser un jargon qu'il ne comprend pas. C'est pour ça que je vois des fois, « Est-ce qu'il t'a fait une fellation ?» Non. Tu sais ce que c'est une fellation? Non. Alors pourquoi tu dis non? Voilà. Et là, c'est mort. Combien de fois, moi j'ai vu dans une expertise par un professionnel aguerri, il a posé une question, mais je dis, mais moi déjà la question, j'ai du mal à la comprendre. Ton gamin de 6 ans, tu crois qu'il a compris? Quand on est comme ça, là, il me dit, ah ouais, t'as raison. Parce qu'on ne se rend pas compte, c'est pour ça qu'il faut être supervisé. C'est l'autre qui va nous dire, non mais là, attends, t'as vu la question que t'as posée? Bon. J'ai vu, quand je formais les UAPED à Paris, une assistante sociale qui m'a dit, oh là là,
j'ai fait un signalement, mais je suis sûr que c'était une mère aliénante. Parce que vous savez que l'aliénation traîne en France comme une traînée de poudre. Je vous rappelle que c'est reconnu par aucune société savante, mais en France, on utilise l'aliénation parentale comme si ça existait. Voilà. Pour vous dire, quand je vous dis qu'on est quand même un pays assez maltraitant, alors maintenant, comme ça a été interdit d'utiliser, on ne l'utilise plus tout à fait comme ça. On appelle ça un Munchausen par procuration, etc. Et donc, elle me lit son truc, machin, et bien, je lui dis, mais attends, ça, il te dit clairement qu'il est maltraité, quoi. Et puis ça, il te dit clairement que, et puis en plus, c'est ses mots, puis c'est machin. Plus je parlais avec elle, et plus elle n'a pas dit, quoi. Et en revenant la fois d'après, elle m'a dit, bah oui, écoute, t'as raison, on a refait un signalement. Voilà. Donc pour vous dire que la supervision, elle est, j'aurais peut-être pas fait mieux qu'elle, hein, mais la supervision a amené ça. J'ai vu la fois d'après, où ils me disent, il y a un enfant, il fait des crises à chaque fois à l'école, mais des crises. À chaque fois, il est hospitalisé. Ça fait 3 ans qu'il est suivi au CMP. On ne sait pas ce qu'il a. Bon. Il fait des crises qu'à l'école. C'est bizarre quand même. Bah, il faut chercher un événement déclencheur. Ça fait pas, en pédopsychiatrie, on ne sait pas faire ça. Hein. Nous, en pédopsychiatrie, on travaille comme on nous a appris, quoi. Donc, du coup, chercher un événement déclencheur, ça les a interpellés. Et en fin de compte, ils ont pris cet enfant d'une autre façon qui leur a raconté un inceste transgénérationnel au sens propre, c'est-à-dire qu'ils ont tous été incestés, dont lui. Et en fait, ces crises étaient... Et à partir du moment où ils lui ont parlé différemment, il a dit les choses. En une fois, hein, bon, pour vous dire, voilà, comment on va parler à l'enfant, comment on va rencontrer l'enfant. Bon, comme moi, c'est mon dada, mon métier, enfin, etc. Donc, je dis ça aux professionnels, mais ça marche, ça fonctionne, quoi. Docteur, il reste quelques minutes si vous voulez avoir le temps de répondre à des questions. Bon. Comment on vous parle? Vous l'avez dit, hein, je clique. Bon, voilà. Alors donc, c'est non juste un suggestif. truc. Bon, voilà. En fait, ce qu'on fait, c'est que on essaye d'avoir des indices. L'enfant, il va nous dire, papa est rentré dans la chambre, papa m'a touché, et papa est parti. Parle-moi de papa m'a touché. Alors, papa est rentré, parle-moi de papa m'a touché. Papa m'a touché avec sa main. Parle-moi de sa main quand elle te touche, etc. Voilà. À partir des indices, on développe la façon dont on va l'interviewer pour avoir clairement le scénario. Bon, ben voilà, c'est fini. Merci de votre écoute. Ah, vous exagérez, là. Monsieur Benkemoun, non, je vous ai coupé la... Ah non, c'est pas grave, non, comme ça on a des questions, c'est bon. Vous voulez que je recommence? Non, venez ici, hein. venez ici. J'espère qu'il y a des questions parce qu'il va me... Il va m'en vouloir. Vous m'avez dit quelques minutes, après c'est non, c'est un... Bon, je pense que vous avez compris comment... Voilà. Après, il faut se former, quoi. Alors, vous avez un livre, j'ai aucune royalty là-dessus. Voilà, c'est le livre de Mireille Cyr, nouvelle édition. Vous avez le protocole et vous avez une façon de décrire le développement de l'enfant que même moi, j'ai compris. Donc, je vous engage à le lire, quoi. Vous venez devant, docteur Benkemoun? Oui. Vous venez là? Donc vous êtes, au-delà d'être aussi médecin légiste, vous êtes aussi formateur, alors, si j'ai bien compris. Voilà, oui. Et vous êtes beaucoup sollicité, de plus en plus sollicité. Est-ce qu'il y a des structures qui, jusqu'à présent, ne faisaient pas appel à vous et qui font appel à vous parce que ça s'est ouvert à d'autres champs de compétences? Alors malheureusement, il y a très... Les seuls gens formés en France sont les officiers de police judiciaire. Enfin, beaucoup la gendarmerie. C'est pas parce que je suis gendarme de réserve que je dis ça. Mais enfin, quand même, j'ai l'impression que la police est moins bien formée aux niches que la gendarmerie. La gendarmerie, la protocolisation de la formation, elle est clairement validée par le Canada, quoi. Voilà. La police, je ne sais pas comment ils font, puis on a des difficultés à pénétrer alors que la gendarmerie fait intervenir des gens à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'en France, il y a très peu de gens formés au recueil de la parole de l'enfant, et donc pour le moment, je suis un peu sursollicité. Ce qui fait que j'ai monté un programme de formation qui forme à la fois les personnes et qui forme dans l'institution des formateurs. Voilà. Et comme ça, du coup, l'institution est autonome. Donc je le fais avec les UAPED à Paris, là. Je vais le faire en Corse parce qu'on m'a proposé de travailler en Corse. J'ai réfléchi à peu près un quart de millième de seconde pour dire oui, voilà. Et donc on m'a proposé de former... Alors la Corse, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, hein.
tous les professionnels de l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Et donc, comme ça, et donc les former et former des formateurs pour qu'ils soient autonomes. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai mis, si vous interviewez Mireille Cyr, il n'y a à peu près qu'une seule personne autre que les gendarmes formés en France. Voilà, c'est moi, et j'ai du mal, mais je pense que les UAPED, là à Paris, il va y avoir une quinzaine de formateurs, donc ils vont former en concentrique, et on va faire pareil en Corse, et puis après, etc., etc. Mais vous verrez que la Creuse, qui est aussi un petit département comme la Corse, est aussi très accueillant, et il y a tout un panel de professionnels. Les Corses viennent former la Creuse. Est-ce que vous avez alors des questions, mesdames et messieurs, et n'hésitez pas à lever la main parce que je pense que voilà, il y a aussi le timing. Mais merci de faire part de vos commentaires ou questions, mesdames et messieurs, suite à cette intervention. Oui, Cécile Dodonné. Oui, bonjour. Donc Cécile Dodonné, directrice enfance-famille. Ce qui me paraît aussi très important dans l'exposé que vous nous avez fait, c'est que chacun sache bien rester à sa place. Et comme vous l'avez dit, quand on est simplement la personne qui recueille la parole, mais qui ne sera pas celle qui va ensuite aller chercher plus loin, il faut savoir s'arrêter. Moi, j'ai souvenir effectivement d'une enfant qui m'a un jour dit comme ça, j'étais travailleur social, référent à l'aide sociale à l'enfance, et au cours de l'entretien, elle me dit, machin, c'était son beau-père, il m'a mis son zizi dans la bouche et il a fait pipi, c'était pas bon. On a quasiment tout arrêté. Enfin, je lui ai dit que c'était très important ce qu'elle nous avait dit. Et on a signalé et on s'est arrêté là. Et je crois que c'est important parce que parfois, on peut avoir tendance à aller plus loin. Et justement, on gâche le travail de la police judiciaire, qu'elle soit gendarmerie ou police. Et puis, on induit effectivement des choses. Donc ça, c'était une expérience personnelle assez traumatisante, je dois le dire. D'autant plus que malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au procès puisque la jeune fille s'est suicidée avant que ce procès n'arrive, puisque bien évidemment ça a mis 1 an, 2 ans, 3 ans, plus de 3 ans je crois, avant que cette jeune fille ne se suicide et que le procès soit programmé. Voilà, donc je trouvais que c'était important, chacun doit être bien à sa place et conscient de ce qu'il peut faire. Alors, il y a des représentants de la police. Vous confirmez en effet ce qui t'est dit ? Oui, donc effectivement, je confirme, il y a plusieurs risques si vous faites développer. Un, d'être suggestif, de par votre questionnement. Et de deux, si vous obtenez un récit complet et que nous, quand on repose la question, il se peut que le récit change et du coup la crédibilité de l'enfant est remise en question. Et il peut changer également son discours, tout simplement parce que quand on lui fait répéter, ça peut lui laisser supposer que ce n'est pas la réponse qu'on attend. Alors là, je suis d'accord, mais je pense que quelqu'un qui va penser que son discours est décrédibilisé parce qu'il a raconté une façon à un et il va raconter une autre façon à l'autre, c'est qu'il n'est pas formé. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas dans une dynamique de protection de l'enfance. L'enfant, il ne va pas raconter à tout le monde la même chose et de la même façon. On le sait. Et donc, c'est pour ça que moi, dans mes expertises, ou quand je rencontre les enfants, je dis que ça ne remet pas en cause sa crédibilité. C'est vachement important, surtout s'il utilise ces mots, ou qui vient compléter. Moi, j'ai vu une jeune fille hier qui parlait d'attouchement, et en fin de compte, moi, elle me disait « j'arrive plus à manger, j'ai perdu 10 kilos », enfin moi, etc. Moi, ça fait tilt dans ma tête, hein. Je ne vais pas lui dire « est-ce qu'il t'a fait une fellation ?» Je lui dis « ah bon, parle-moi de ne pas arriver à manger. Bah, ça me dégoûte, machin. Ah, parle-moi de dégoûter. Bah, c'est comme quand ?» Et toc. Voilà. Donc, c'est pas parce que c'est important ce que vous dites, mais si on met en doute la parole de l'enfant parce qu'il va dire quelque chose à un, il va dire quelque chose à l'autre, c'est qu'on n'est pas formé à la réalité de la parole de l'enfant. Maintenant, je pense qu'effectivement, il faut que chacun s'arrête à son rôle, parce que le pire, je trouve, c'est la pollution. Et c'est très compliqué de mettre en évidence la pollution, et on décrédibilise la parole de l'enfant. Ce qui fait qu'on aboutit à un sans-suite, ce qui fait qu'il retourne dans le milieu, etc., etc. Vous avez dit tout à l'heure qu'après la formation, il fallait environ 5 ans pour être vraiment à l'aise avec ce type... Non, 5 ans non, mais non. Alors maintenant, les formations sont bien codifiées, mais je pense que... moi, je pense que la première année, on n'est pas bon. Et puis il faut être supervisé, puis il faut en voir plein, etc. Je pense quand même qu'il faut avoir une certaine... il faut voir suffisamment d'enfants, répéter suffisamment les auditions. Donc moi, je pense que pour se sentir à l'aise et pas risquer de revenir à l'état antérieur ou de poser des questions suggestives, il faut au moins 2 ans.
Donc c'est pour ça que je me porte à faux avec ce qui se passe dans la gendarmerie ou dans la police, c'est qu'au bout de 3 ans, on dit aux gens, tu vas voir ailleurs, bah non, attends, on l'a formé, il est super compétent, il ne faut pas qu'il s'en aille, quoi. Au contraire, il faut qu'il reste, parce que lui, ou qu'il aille dans la même unité, dans le même type d'unité, etc. Moi j'ai vu une commandante de gendarmerie qui était ultra formée, qui m'a appris des tas de choses, etc. Au bout de, je sais pas, 5 ans, ils ont dit, allez hop, elle est partie à Bordeaux faire, je sais pas quoi, moi, complètement autre chose, quoi. C'est dommage, voilà. Donc il faut vraiment que ces gens qui sont formés, c'est compliqué. Alors, si il y a un burn-out, etc., il faut qu'on les aide aussi, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut que ces gens qui soient formés, eh ben, ils puissent rendre service aux enfants de par cette formation, et pas qu'on fasse comme d'habitude dans l'armée ou parfois dans la police, de dire bon, bah, maintenant il faut que tu changes d'affectation, enfin, bon, etc., etc. Excusez-moi, alors moi je suis candide sur ce secteur, mais quand vous dites superviser, ça ne veut pas forcément dire que l'interview de l'enfant se fait avec 2 personnes adultes. Non. La supervision, ça veut dire qu'il va filmer son intervention. Oui. Alors, en France, il faut l'autorisation du procureur. Bon, donc il va filmer son intervention et on va, donc en Corse, je vais demander l'autorisation du procureur de voir le film avec les gendarmes pour qu'on critique ensemble, c'est des critiques positives, pour qu'on s'améliore ensemble. Et c'est quand on re-regarde ce qu'on a fait qu'on dit ah bah oui, alors là ça va pas du tout, quoi. Et du coup on s'améliore. Voilà. Et il faut, là la formation elle est de 15 jours à Rosny. Je pense qu'il faut au bout de 1 an, 2 jours de rappel, au bout de 3 ans, 2 jours de rappel, enfin bon, etc., que vous n'avez pas d'ailleurs, et on essaye de le faire, mais c'est assez compliqué, quoi. C'est assez compliqué. Des questions, mesdames et messieurs? Si, vous avez maintenant? Ah, pardon. Ah, c'est hors... ok. Donc, des personnes qui souhaitent réagir, mesdames et messieurs? Bon, je vais me faire fâcher parce que du coup, je vais couper l'herbe sous le pied. Non, c'est pas grave. C'est moi qui vais prendre... Je voulais être un peu polémique. Oui. Donc, on a parlé tout à l'heure de la transmission transgénérationnelle, etc. Et du fait qu'il puisse y avoir une reproduction. Et Arnaud a repris une thèse qui m'est chère de dire l'histoire de la reproduction, oui, ça existe, l'internalisation de l'agresseur, la vampirisation par l'agresseur, etc. Bien sûr, on le voit tellement que des fois les gens nous parlent et disent « Ah, c'est pas possible, c'est pas moi qui dis ça ». Donc on voit bien que l'agresseur est là. Mais n'empêche, ça fait 10 ans que je le rabâche, c'est les filles qui sont agressées et c'est les garçons qui agressent. Il y a un problème, quoi. Alors les études, parce que j'ai beaucoup étudié avec le parquet général de Paris, sur le terrorisme, ça n'a rien à voir, mais les études sur le terrorisme nous ont fait nous rendre compte du rôle de la mère. Alors c'est pas une étude scientifique, c'est les 80 dossiers qu'on a étudiés, du rôle de la mère sur le devenir terroriste. Voilà. Bon, le rôle de la société, enfin bon, etc., bien entendu, mais le rôle de la mère. Et la question que je me pose, et j'aimerais bien qu'on en fasse une étude, parce qu'à chaque fois que je dis ça, tout le monde s'énerve et du coup on ne fait pas d'étude. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas la mère qui transmet d'une façon ou d'une autre la capacité d'agresseur au fils, dans une dynamique qui nous échappe encore? Moi, je l'ai vu, je me suis posé cette question-là chez les violents conjugaux. J'ai vu des violents conjugaux, je vous certifie que c'était le bras armé de la mère. C'est-à-dire, en fait, que la mère se débarrassait de sa belle-fille, qui était une rivale par rapport au fils, dans une relation au mieux incestuelle. Voilà. Et ça, je l'ai vu même dans des affaires récentes. Quand vous reprenez tout le dossier, ce qui n'est jamais dit, ni aux assises, ni rien, parce que les experts, on va trop vite, on n'a pas le temps, etc. Mais n'empêche que je me suis rendu compte que dans au moins 2 dossiers, il y avait probablement une relation au moins incestuelle dans la famille entre la mère et le fils, et que la mère a tué la belle-fille à travers le fils. Et donc, je me dis que c'est une étude intéressante. Alors, on vous donnera peut-être les coordonnées de Claire Litaille qui intervient en fin de journée, puisqu'elle travaille également sur la violence au sein du fanatisme et de ce que vous venez d'évoquer. Donc, on vous donnera son contact. La violence reproduite, pourquoi les garçons sont plus agresseurs que les filles? Alors oui, la maltraitance entraîne la délinquance, mais n'empêche
qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe dans ces familles, parce que tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, l'inceste, c'est un groupe. C'est pas un tout seul dans son coin. L'inceste, c'est un travail en commun, quoi. Et donc, à partir de là, il y a quelque chose qui nous échappe dans cette transmission, et notamment dans la transmission par la mère. On ne peut pas tout porter non plus, quand même. Alors, docteur, on vous retrouve à 13h30 avec Arnaud Gallet dans le cadre d'une table ronde et une intervenante également qui sera avec vous. On vous remercie beaucoup, docteur Benkemoun. Alors, il va y avoir la pause déjeuner. Je vous informe qu'Arnaud Gallet a apporté des livres « J'étais un enfant » qu'il peut, pour ceux qui sont intéressés, vous en dédicacer. Ils sont en vente dans le hall d'accueil. Il peut vous faire une dédicace pour ceux qui le souhaitent. Donc, si c'est le cas, c'est quasiment tout de suite qu'il faut y aller. Pour le déjeuner, ça se passe derrière ce rideau. Ceux qui ont pris donc le déjeuner dans le prix du colloque, vous présentez derrière le rideau. Ensuite, avec le plateau, vous montez au premier étage et vous pourrez donc faire la pause déjeuner ou éventuellement aller dehors s'il fait encore beau. Et pour la dédicace donc du livre d'Arnaud Gallet, c'est dans le hall. Merci à vous, à tout à l'heure, 13h30.